On est des DAF du patrimoine, mais pour moi, on est aussi également des acheteurs du marché de la gestion de fortune. En reliant ces deux métiers-là, on a à peu près 90% du métier de family office. On peut considérer que investir dans des véhicules de collection, dans des montres, des cryptos, ça peut être considéré comme de l'investissement passion. Pour un mono family office, on dit généralement qu'il faut entre 100 et 200 millions minimum d'actifs. Et on se rend compte que plus on va loin dans les calculs, plus on contredit les préjugés qu'on a. Bonjour Henri, comment allez-vous? Bonjour Julien, très bien, je suis ravi d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour parler de family office. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose déjà de vous présenter dans un premier temps. Henri Grélois, je suis un des cofondateurs d'Octave, qui est un family office, un multi-family office indépendant, on en parlera plus tard, de ce que c'est qu'un multi-family office, et qui est un multi-family office qui intervient principalement pour une clientèle d'entrepreneurs de première génération, principalement, et on est présent, implanté à Aix-en-Provence. On travaille pour des entrepreneurs qui peuvent avoir cash-outé ou sont en préparation d'un cash-out dans le sud de la France, mais pas que, également dans d'autres régions et dans d'autres pays également, parce qu'on a des clients chefs d'entreprise à l'étranger. Ok, alors est-ce que vous pouvez peut-être expliquer à nos auditeurs ce qu'est un family office? Oui, bien sûr. Un family office, c'est une organisation. C'est une organisation qui est là pour piloter un patrimoine et pour préserver les intérêts privés d'un entrepreneur et de sa famille. Sachant que bien souvent, la fortune de cette famille, elle est liée à une entreprise. Il y a deux types de family office aujourd'hui. Il y a les mono-family office et les multi-family office. Un mono-family office, c'est quoi? Vous avez une famille qui est suffisamment fortunée pour avoir dans son holding d'investissement des salariés qui vont s'occuper du pilotage des investissements, de la préservation des intérêts privés, avec des missions qui vont être un petit peu différentes selon les family office, parce que selon que vous êtes travaillez pour le holding d'investissement d'un entrepreneur de première génération qui est très jeune, par exemple, ou pour une famille héritière de Xème génération, 6e, 7e génération, les sujets ne sont pas exactement les mêmes. Et donc ça, c'est le mono-family office. Le mono-family office, c'est des salariés dans un holding d'investissement. C'est une équipe que vous constituez à partir de 2 personnes jusqu'à des dizaines de personnes ou plus dans votre holding. Quand vous êtes multi-family office, en revanche, vous avez plusieurs clients, comme le dit le terme, multi-family office, plusieurs familles, plusieurs entrepreneurs que vous allez accompagner dans le pilotage de leur patrimoine, de leur préservation de leurs intérêts privés. C'est une organisation qui doit avoir toutes les capacités à le faire et à apporter de la valeur ajoutée à ses clients et à le faire de façon indépendante, transparente, en évitant tous les conflits d'intérêts qui sont possibles et imaginables, et en le faisant avec un réseau d'experts, de prestataires, pour toujours finalement délivrer de façon plus qualitative que ce qu'aurait fait un client si tout seul il avait géré son patrimoine avec plusieurs banquiers, son expert comptable, son notaire, son avocat, son fiscaliste, boutique de M&A, etc., etc. Il faut apporter plus de valeur, voilà, quand on est multi-family office. Et donc c'est ça, un multi-family office, c'est une équipe qui est de plusieurs personnes pour avoir les compétences qui sont nécessaires, mais pas forcément des expertises, parce que les expertises, on va les chercher. Oui, on les source en fait. On va les sourcer et on va les consolider. Et on va les challenger. Mais l'idée par contre, c'est toujours de défendre les intérêts de notre client en fait. Voilà, c'est l'avantage du family office d'ailleurs. C'est l'alignement des intérêts entre le client et le family office, j'imagine. Exactement. En fait, il y a toujours dans le family office, il y a ce leitmotiv au-delà de l'alignement d'intérêts, de préservation des intérêts sur le temps très long, parce qu'un family office, il accompagne une famille sur plusieurs générations. Et donc, on est sur des patrimoines qui vont perdurer sur plusieurs générations. On n'est pas sur... c'est un petit peu une différence, d'ailleurs, avec la gestion privée ou la gestion de patrimoine. C'est qu'on est sur des patrimoines suffisamment conséquents pour qu'ils perdurent sur plusieurs générations. Et les enjeux sont tels que, nécessairement, les professionnels qui vont être... les family officers qui vont être les bras droits des bénéficiaires du family office, que ce soit un entrepreneur, un individu ou que ce soit une famille, donc plusieurs individus, ces professionnels, ils doivent être totalement alignés, que ce soit dans les modèles dans leur modèle de rémunération, que ce soit qui doit garantir une impartialité de leur conseil. Qui se fait la plupart du temps par honoraire d'ailleurs, j'imagine. Exactement. Alors il y a énormément de modèles. Il y a autant de modèles qu'il y a de family office, de multi-family office en France, parce que vous avez le modèle de l'abonnement à l'année en honoraire.
Vous avez le modèle du temps passé, vous avez des modèles avec des pourcentages. Alors, quand on parle cours. Oui, et ben en fait, ça peut être un modèle d'abonnement, d'être sur un pourcentage sur, vous parlez d'encours, mais c'est généralement plutôt un actif brut. On ne parle pas vraiment d'encours, parce que les encours, c'est plus au sens des encours financiers qui vont être... c'est plus un vocable pour le CGP, l'encours. Parce que généralement, le family office, le multi-family office, il y a plusieurs modèles, là encore, mais généralement, il n'est pas ou très peu... courtier, et il va en fait utiliser justement le cash qui va être placé sur des collatéraux financiers. Il va l'être dans des banques privées qui vont être des institutions de gestion de fortune, qui vont être des prestataires, qui vont être des vrais partenaires sur le temps long pour le client, et qui vont collaborer avec le family office. Et si vous avez trop tendance à être en tant que... C'est le cas des CGP, c'est le cas de certains MFO. Si vous avez trop tendance à aller faire du courtage, vous risquez de ne pas aller jusqu'au bout finalement des intérêts de votre client. Parce que par exemple, prenons le cas d'un client qui est entrepreneur, première génération, il réalise un cash out. Avec ce cash out, il a une stratégie dans laquelle il veut, je prends un exemple très concret, il veut créer une foncière, donc une société d'investissement immobilier dédiée, dans laquelle, donc par exemple une SCI, une SS, peu importe, qui est sous son holding, dans laquelle il veut acheter des immeubles. Exemple basique, avec du crédit. Si vous avez des capitaux à amener dans un certain nombre d'établissements financiers, ils vont vous prêter dans des conditions qui vont être un peu plus intéressantes. Ils vont être de véritables partenaires pour cette foncière, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait, en tout cas pas dans la même mesure. Si le MFO est courtier, prend 100% des actifs financiers sous gestion pour avoir des rétrocessions. D'où, à mon sens, la nécessité, quand on est MFO et on se dit MFO, d'avoir une... Alors, moi, je suis un partisan du 100% honoraire, mais d'avoir une large part de honoraire dans son modèle économique. Et c'est que, à mon sens, comme ça qu'on peut vraiment être dans l'intérêt des clients. Et c'est, je pense, un bon exemple. D'ailleurs, on peut peut-être expliquer le système de rétrocession de commission pour les CGP. On peut peut-être l'expliquer, mais c'est un peu plus simple. C'est vrai que dans l'industrie de la gestion de patrimoine, de la gestion de fortune, il y a aujourd'hui le modèle, c'est principalement des rétrocessions sur les placements financiers, des rétrocessions, des rétrocommissions, qui vont en fait intervenir à plusieurs niveaux. On peut prendre l'exemple d'un contrat d'assurance vie. Quand vous ouvrez un contrat d'assurance vie, il y aura des frais d'entrée. Généralement, sur ce type de clientèle, il n'y a pas de sujet, on a 0%. Et puis, à l'époque actuelle, on a 0%. Et sur Internet, c'est très facile d'avoir 0%, même pour des montants qui sont très faibles. Donc là, il n'y a plus de sujet aujourd'hui. Mais ensuite, vous avez les frais de gestion administrative des contrats. Je vais rester que sur l'exemple franco-français dans un premier temps, mais sur les contrats d'assurance vie luxembourgeois, il y a encore un stade de plus. Sur un contrat franco-français, vous avez les frais de gestion administrative du contrat, donc qui sont pris par l'assureur. C'est logique, il travaille, mais il en reverse une partie au distributeur, au courtier. En fait, donc récupère cette partie-là, à peu près la moitié, plus il va récupérer des rétrocessions sur les fonds, c'est par exemple des OPCVM, des trackers ou autres, des produits structurés qui vont être investis à l'intérieur du contrat d'assurance vie. Et là, encore une fois, donc, la société de gestion applique des frais. Et puis, sur ces frais, à peu près la moitié passe par la case assureur. L'assureur prélève une partie qui est à 15% pour de la gestion administrative de ces rétrocessions. Et après, reverse le restant, donc quasiment la moitié, en fait, des frais de l'assureur. Des frais de gestion, pardon, la société de gestion au CGP. Donc le modèle, c'est à peu près, si on fait très simple, les courtiers en assurance vie, qu'ils soient CGP ou autre type de conseiller en investissement financier, ou MFO qui font du courtage, récupèrent la moitié, à peu près, pour faire simple, des frais. C'est pas exactement ça, c'est au cas par cas, ça dépend de plein de choses. Et il peut y avoir certains clients qui négocient aussi très bien les frais, donc on peut aussi, selon les montants qu'ils investissent, donc c'est pas une vérité absolue. Non, rien n'est figé. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a énormément il y a un vrai sujet, c'est quand vous êtes effectivement CGP ou Family Office, vous avez la question de récupérer ces rétrocessions. C'est plus facile de récupérer cette rémunération que de facturer des honoraires, notamment avec des abonnements, des forfaits d'honoraires à l'année, pour faire un vrai travail de Family Office. Et on parle de montants qui sont assez conséquents, et ça veut dire que vous avez un client qui juge votre travail très régulièrement. Si vous envoyez les factures tous les 3 mois, tous les 6 mois,
Il va juger tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Il vous refait confiance tous les 3 mois ou tous les 6 mois quand vous envoyez votre facture, parce que par le fait qu'il va procéder à un virement. C'est ça. Alors que c'est pas le cas pour les rétrocessions. Non, qui arrive quoi qu'il arrive. Voilà. Ouais. C'est pas la même fonctionnalité, on va dire. Non, entre les deux. C'est pas exactement la même chose. Ok. Maintenant, on peut peut-être parler de comment fonctionne un family office au quotidien. Dans un family office, en fait, vous avez plusieurs missions. Principalement, vous avez une mission qui est liée, je vais essayer de le dire de façon très simple, aux investissements. Forcément, très souvent, la raison pour laquelle on s'adresse à un family office, c'est pour, j'ai envie de dire, avoir de la valeur ajoutée sur le suivi des investissements dès lors qu'on a un patrimoine qui est conséquent et ou complexe et ou particulièrement international, avec aussi une certaine part non négligeable en investissement en direct. Je parlais tout à l'heure de foncière privée, c'est un très bon exemple. Ça peut être aussi du private equity en direct. Des sujets de 150 obétaires en direct, on pourra en parler. Quand il y a vraiment des sujets sur lesquels il y a de la complexité, il y a une proposition de valeur importante de professionnels qui vont, que ça soit dans le suivi des investissements. Moi, j'aime bien dire qu'en fait, on est des DAF patrimoniaux, directeurs administratifs et financiers du patrimoine de nos clients, parce qu'on va faire du contrôle de gestion sur le passé et on va réaliser des business plans du patrimoine de nos clients sur le futur. Donc, ce contrôle de gestion, il va nous permettre de vérifier, de contrôler que les objectifs les objectifs initiaux des investissements sont bien atteignables parce que on a des checkpoints et puis on va effectivement pouvoir se rassurer par des appels avec les gérants, par un certain nombre d'analystes, etc. On va pouvoir approfondir le quanti par du qualitatif. Mais on est donc également, donc on fait du contrôle de gestion, mais on n'est pas là pour être non plus des cost killers. C'est-à-dire que si on voit que les frais sont trop élevés par rapport à la moyenne, c'est vrai qu'on va beaucoup benchmarker. S'ils sont trop élevés, il ne faut pas qu'ils soient supérieurs à la moyenne, mais il ne faut pas non plus tomber dans le risque de devenir de réels cost killers parce que derrière... La qualité du service, ça se paye. Exactement, donc, le service, ça se paye. Exactement. Et ensuite, sur la partie business plan du patrimoine, on doit aider nos clients. On est dans de l'aide à la décision. On doit les aider à projeter leur patrimoine en termes de flux, de stock, sur le temps très long. On doit les aider à voir que leurs objectifs sont atteignables. Par exemple, ils ont des objectifs, un entrepreneur vend son entreprise. Souvent, il y a l'aspect transmission qui rentre en compte. Il y a l'aspect transmission, il y a peut-être de la création de revenus parce que sa femme décide d'arrêter en même temps que lui, par exemple. Et où il va reprendre un projet, mais pour l'instant, il ne va pas avoir de revenus en face. Et là, il faut créer des revenus. Créer des revenus, ça veut dire potentiellement allouer des poches d'actifs, donc des montants en euros, à des classes d'actifs qui vont distribuer des revenus en prenant des hypothèses de rendement prévisibles. Et tout en gérant la liquidité aussi. Tout en gérant effectivement la liquidité. C'est le fameux triangle, le triangle magique, rendement, risque et horizon de liquidité. C'est ça. Parce que la liquidité, généralement, on parle d'actifs qui sont liquides ou illiquides, mais s'arrêter là, en fait, c'est un peu basique, ça suffit pas quand on fait ce type de métier. Parce que un actif, il n'est pas juste liquide ou illiquide. De l'immobilier prime, dans certains contextes, c'est pas illiquide totalement. Ça peut se revendre assez rapidement. Voilà. Certains très bons investissements illiquides non cotés, soit des club deals par exemple ou de la dette privée, peuvent, quand ils sont vraiment très bons, se revendre sur le marché secondaire assez rapidement. Alors ce n'est pas une promesse qu'on doit faire à nos clients qu'on pourra les sortir en secondaire si besoin, mais on peut constater que les très bons investissements, généralement, on ne peine pas à les sortir sur le marché secondaire, moyennant naturellement des décotes. Oui, c'est ça aussi. C'est la contrepartie. Mais il y a quand même plus de liquidité que ce qu'on veut croire. Oui. Après, ça reste toujours moins liquide, par exemple, qu'un ETF. C'est aussi pour ça. C'est un petit peu ça le benchmark. Bien sûr. Mais est-ce que psychologiquement, un ETF qui a pris moins 20, je ne sais pas, sur le Nasdaq ou le S&P 500, sur une année où ça prend moins 20,
Est-ce que oui, c'est liquide? Mais en soi, c'est pas liquide parce qu'on veut pas sortir à moins. Non. Donc finalement, c'est pour ça que il faut faire pas mal de pédagogie avec les clients. Il suffit pas juste de leur présenter des camemberts avec vous avez X% de votre patrimoine qui est liquide. Ça faut prendre les investissements. Et c'est pour ça on crée des outils qui sont ergonomiques et qui sont avec un vocable qui est adapté. Nous, on a beaucoup d'entrepreneurs clients, donc on a un vocable qui est très adapté aux entrepreneurs. Je parlais de business plan, mais dans un business plan, vous avez des charges opérationnelles, donc des OPEX, vous avez des dépenses d'investissement, donc des CAPEX. C'est le même principe. Vous avez un BFR. Ouais. Donc, et puis, c'est le même principe. C'est le même principe. Et donc, nécessairement, on doit, quand on fait ce travail de business plan, on doit vérifier l'atteinte aux objectifs. Et nous, ce qu'on fait, c'est que je parlais donc des DAF du patrimoine pour faire la transition avec la suite. On est des DAF du patrimoine, mais pour moi, on est aussi également des acheteurs du marché de la gestion de fortune. Oui. En fait, pour moi, en reliant ces deux métiers-là, on a à peu près 90% du métier de family office, de family officer, en dehors bien sûr des aspects plus bureau privé, management de projets familiaux, lifestyle, etc. En dehors de ces aspects-là, on a 90% qui est résumé entre le DAF patrimonial et l'acheteur, des providers, des prestataires du marché de la gestion de fortune et de leurs prestations. Ok. Et quels critères déterminent si un client est adapté ou pas à un family office? Alors, s'il est adapté donc, à un multi-family office, c'est, moi, de mon point de vue, à une époque, on était plus sur un montant de patrimoine, je pense, parce que beaucoup de créateurs, de fondateurs de multi-family office étaient des anciens banquiers privés et qui sont partis peut-être avec ces raisonnements de montant minimum par rapport après des pourcentages sur le patrimoine qui est contrôlé, supervisé, conseillé, enfin, utilisez le terme marketing que vous voulez, c'est pas ça qui est le plus important. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de MFO qui se sont posé la question de l'honoraire. Moi, personnellement, Octave est un multifamily office en honoraire. Et pour moi, c'est un volume d'honoraire minimum annuel. C'est un volume d'honoraire minimum annuel et qui est un seuil que l'on connaît avec mon associé Damien parce que quand on a créé Octave, je vais vous faire une confidence, les 18 premiers mois, on a décidé de créer Octave avec un modèle économique 100% au temps passé en honoraire. On a passé énormément de temps à faire des décomptes de temps passé. Je ne vous cache pas que pour le coup, au bout de peu de temps, nos clients nous ont dit c'est bon, on a largement confiance en vous, arrêtez de faire ça, de justifier vos heures, faites-nous des forfaits à l'année. N'empêche que grâce à ces 18 mois, on a aujourd'hui une matrice et on sait pertinemment pourquoi dans une mission on va passer plutôt X heures alors qu'on avait un préjugé. C'est ça. Qui était complètement à la baisse. À la base, à la baisse ou à la hausse sur certains sujets. Et donc, ça nous permet aujourd'hui, effectivement, de calibrer nos missions. Nous, on a des abonnements à l'année et puis après, il y a les projets spécifiques à côté. Quand vous créez un groupe hôtelier, vous avez deux clients qui font un cash-out dans leur holding, ils ont un projet de transmission à leurs enfants et on leur crée, par exemple, un groupe hôtelier pour le transmettre avec du Dutreil, pour avoir pas mal d'immobilier qu'on transfère avec du Dutreil. À la fois, il y a un gros risque d'exploitation sur l'hôtellerie et on se dit que, en fait, sur une mission comme celle-là, on peut pas facturer, on peut pas considérer que c'est c'est compris dans l'abonnement à l'année. C'est un projet bien spécifique, très lourd, dans lequel vous avez à la fois donc toute la réflexion en collaboration avec tous les prestataires experts des chiffres du droit. Vous avez toute la mise en œuvre ensuite. Et puis, vous avez l'identification et la recherche de cibles. Et vous avez toutes les due diligence qui vont être faites par des prestataires. Mais il faut... En fait, le client, vous avez de l'optimisation d'un débat de bilan ou de la renégociation des dettes. Vous avez un certain nombre de sujets, l'identification peut-être de repreneurs, parce qu'il y a un Dutreil en termes de reprise des fonctions de direction ensuite, la formation de la next-gen sur ces sujets-là, faire un document qui va expliquer en français et de façon plus compréhensible pour tous les membres de la famille quels sont un peu les droits et devoirs de chacun dans ce projet. Donc il y a énormément de travail qui là ne rentre pas forcément dans les deux missions dont je parlais tout à l'heure, être direct DAF du patrimoine et être acheteur du marché de la gestion de fortune pour le compte de ses clients. Donc là, on est pour le coup, on est sur des missions de management de projet et où il y a le temps passé, c'est très bien, parce que c'est impossible. C'est impossible
d'estimer vraiment de façon très pertinente. Donc ça fait l'objet d'une facturation à part. Annexe, oui, exactement. Ok. Maintenant, on peut peut-être expliquer quel est l'avantage, mais on le devine, mais quel est l'avantage en fait pour un client de passer par un family office plutôt qu'en direct par un service, un pôle de gestion de fortune, par exemple, d'une banque privée. Alors, forcément, en fait, j'ai parlé du fait que les clients qui sont éligibles à des family office, généralement, enfin dans tous les cas, ont plusieurs banques. Donc, ils ont accès à plusieurs banques déjà parce que généralement, il y a une banque pour leurs entreprises. Une banque peut-être parce qu'ils ont financé des actifs immobiliers en région et qui étaient mieux disantes, et où ils ont des banques pour des raisons X ou Y. Mais il est vrai que lorsque vous avez lorsque vous êtes client de family office, ce que vous venez chercher, c'est de faire mieux, je le disais tout à l'heure, que ce que vous auriez fait vous tout seul. Et les MFO vont benchmarker, suivre une trentaine, une quarantaine d'établissements financiers en France, en Suisse, à Monaco, à Luxembourg. Quand vous avez des clients étrangers comme nous, on est peut-être en Asie, aux États-Unis. Et donc, vous allez avoir à la fois une vision qui est peut-être un peu plus large de ce qu'on peut faire. Vous allez également avoir plus de poids auprès des banquiers parce que quand vous êtes multifamily office, vous représentez plusieurs clients. Donc, nécessairement, vous avez un pouvoir de négociation qui est plus important. Et à la fois, on n'est pas cost killer, je disais tout à l'heure, mais vous avez un pouvoir de négociation qui est plus important. Et puis, vous avez des relations privilégiées avec les directeurs de la gestion de fortune, de ces pôles de gestion de fortune des banques privées. Ouais. Vous êtes en lien direct et privilégié et régulier avec les directeurs. Et vous connaissez bien aussi les équipes de gestion. Quand vous avez des collatéraux financiers qui sont placés dans ces établissements, vous avez, je dirais, le luxe de représenter un certain nombre de clients et donc d'avoir une vision qui est un peu plus globale de ce qui se fait de mieux. Et en fonction des sujets, vous allez aller chercher les banquiers privés les mieux disants. Quand vous avez un immeuble de rapport à financer à Marseille pour une foncière privée, vous n'allez pas forcément solliciter la même personne que quand vous avez une résidence secondaire à financer dans une station ski en Suisse et que lorsque, je sais pas, vous avez un sujet sur une des entreprises du client ou autre. En fait, on n'est pas sur les mêmes sujets. Il y a certains établissements financiers qui vont aujourd'hui et dans certaines géographies, je parlais de la Suisse par exemple, on va pas pouvoir faire le même type de financement qu'en France. En revanche, il y a d'autres atouts. C'est un hub très intéressant, la Suisse, et avec par exemple des investissements internationaux et avec un accès à une qualité de service qui est très importante c'est des vrais sujets sur le bureau privé, dans un family office, d'avoir des banquiers avec une très bonne qualité de service, et pour faire certaines choses, ça peut être très pertinent. Il y a des expertises partout, dans toutes les banques. Il faut simplement aller chercher les meilleures expertises et les consolider. Il faut consolider les prestataires, consolider les... En fait, vous avez un rôle de chef d'orchestre. Et vous allez chercher en fait chaque personne selon les sujets à traiter, quoi. Ouais, exactement. Ce qu'un pôle de gestion de fortune ne ferait pas forcément en fait. Et c'est normal, parce que c'est pas son rôle quelque part. En fait, je dirais qu'on est complémentaires et c'est ça qui est absolument incroyable, c'est que un établissement une banque privée ou un établissement de gestion de fortune, c'était de gestion ou autre, en fonction des sujets qu'on va adresser, on va pouvoir challenger avec elle, on va pouvoir dans l'unique intérêt des clients, trouver des meilleures solutions que si même nous-mêmes on travaillait tout seul. Parce qu'ils ont une connaissance fine de leurs services, de leurs expertises, de leurs produits financiers. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en ayant donc cette vision très large de tous les acteurs, on arrive en fait à la fois à challenger plusieurs personnes et au même moment, et on va pouvoir faire mieux que effectivement ce que ferait le client, parce qu'on connaît l'envers du décor, parce qu'on est capable de décrypter, on a le même vocable, on est capable de décrypter les propositions qui sont faites. On est capable de négocier peut-être mieux que ce qu'ils auraient fait, comme on l'a dit préalablement. Voilà, donc je pense il y a des différences qui sont certaines, mais c'est un plaisir de collaborer avec tous les prestataires, y compris les banques privées qui sont des partenaires de premier plan des clients, et que ce soit les entrepreneurs qui réalisent des cash-out ou les familles de plusieurs générations. C'est incontournable, on ne peut pas s'en passer, c'est impossible. Ok. Et peut-être maintenant, du coup, pour faire la transition, que vous pouvez expliquer les différentes propositions d'investissement que vous pouvez proposer à vos clients.
Enfin, différentes stratégies d'investissement. Alors, des stratégies, il y en a Beaucoup. parce que chaque client de MFO, de Multifamily Office, est unique. Chaque client de Multifamily Office, je dirais, ne peut rentrer dans des cases. On ne peut pas le mettre dans un logiciel. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de stratégies qui sont différentes. Et à la fois, dans les clients de Family Office, vous avez ceux qui ont besoin. Vous avez toujours un gros sujet, c'est les revenus. C'est que la plupart des clients, les héritiers, ont très souvent besoin de revenus. Il y a toujours des sujets, effectivement, il y a toujours ce sujet-là qui est un peu prioritaire. Et puis, l'entrepreneur qui vend son entreprise, il peut avoir besoin de plus ou moins de revenus à certains moments. Par exemple, pendant la période de transition qui va suivre la vente de son entreprise, il aura peut-être négocié une rémunération qui sera suffisante pour assurer son train de vie, ses charges. Mais peut-être qu'après, il va recréer une boîte, il aura besoin de revenus. C'est très difficile d'estimer combien, mais on va prendre des hypothèses pessimistes. Et puis ensuite, peut-être que ça va coller avec un moment où il va y avoir les études supérieures de ses enfants qui vont partir dans des écoles extrêmement coûteuses à l'étranger. Et puis, peut-être que il va vouloir, parce qu'il a plus de temps, que son épouse a plus de temps, par exemple, ils vont vouloir acheter des résidences secondaires, puis ils ont plus de moyens qu'avant, des résidences secondaires avec des crédits qui ont une charge assez importante. Et donc, au final, il va falloir créer pas mal de revenus. Et donc, il y a souvent le sujet de la création de revenus et il faut le prendre, il faut avoir une approche par les revenus. Quand on fait des business plans du patrimoine, en fait, on les couple à une matrice actif-objectif, c'est-à-dire qu'on va allouer des poches d'actifs à des objectifs. Et le premier objectif, c'est la création de revenus. Une fois qu'on a réussi à résoudre ce problème, on a le luxe de pouvoir aller explorer les autres objectifs. C'est ça. Et quand on fait appel à un family office, c'est que généralement, le sujet des revenus, on règle et on a d'autres sujets. Oui. C'est aussi un bon indicateur. C'est-à-dire que si il s'agit uniquement de créer des revenus et que le patrimoine ne survit pas à la deuxième génération, on n'est pas vraiment sur des sujets de family office. Oui. Donc vous créez des revenus et puis au-delà de créer des revenus, il peut y avoir des sujets effectivement d'investissement passion, d'investissement impact, il peut y avoir des sujets de capitalisation. Il y a le sujet des investissements passion où on peut considérer que investir dans des véhicules de collection, dans des montres, des cryptos, ça peut être considéré comme de l'investissement passion d'ailleurs, des crypto-assets plus qu'autre chose. Parce que je suis convaincu qu'il faut avoir une vraie conviction et une passion en fait, voire même une vraie passion sur ces actifs pour vraiment investir dedans de façon importante. Après, ça peut aussi procurer, c'est vrai que je peux dévier sur le sujet de la gestion des risques. Il est vrai qu'avec la pandémie, ça a ouvert chez un certain nombre de nos clients des sujets de réflexion, plus que de réflexion, de mise en place de couverture de leurs risques en cas de crise majeure, que ce soit de guerre, de pénurie de médicaments, de pénurie d'eau, de pénurie de résultats à une élection présidentielle qui pourrait déclencher un certain nombre de choses qu'on imagine bien. Et donc les cryptos peuvent être un mode alternatif, on va dire, de paiement, tout bêtement, et de stockage de son cash. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment des sujets family office, parce que quand vous avez un patrimoine qui est suffisamment conséquent pour vous dire que malgré la volatilité qui est très importante sur les cryptos, si on parle que de Bitcoin, vous allez stocker des montants qui ne sont pas neutres sur ce type d'actifs, ça veut dire quand même que vous avez un patrimoine qui est quand même assez conséquent. Ok, ok, ça répond à la question. Maintenant, on a parlé donc de stratégie d'investissement. Peut-être que vous pouvez parler des autres types d'accompagnement que vous faites aux entrepreneurs. Je parle notamment par exemple de la transmission, parce que c'est un thème important. Alors le Dutreil, c'est un dispositif qui permet à un chef d'entreprise qui veut transmettre son entreprise de bénéficier d'un abattement qui est significatif sur les titres qui sont transmis, parce qu'on parle quand même d'un abattement de 75% et qui va permettre, moyennant des engagements que vont prendre le donateur et les donataires, de conserver les titres, de bénéficier donc de cet abattement qui est très important au droit de donation et ou au droit de succession, parce qu'il existe aussi un post-mortem. On est vraiment sur des sujets qu'on peut utiliser soit c'est un dispositif fiscal qu'on peut utiliser soit lorsqu'on est en activité, qu'on est propriétaire de son entreprise et qu'on veut la transmettre par exemple à ses enfants, soit de l'utiliser une fois que vous avez vendu votre entreprise ou que vous disposez d'un montant de cash qui est important. Vous pouvez vous dire, en fait, je vais acheter des entreprises donc il y a un risque qui est quand même non négligeable. Ouais, c'est ça.
Mais dans l'optique de la transmettre ou de les transmettre à mes enfants, et le type d'entreprise qu'on peut les regarder, il peut y avoir des entreprises dans lesquelles effectivement il y a de l'immobilier, comme de l'hôtellerie par exemple. Et donc c'est la raison pour laquelle vous avez un certain nombre de chefs d'entreprise qui se convertissent hôteliers suite à la vente de leur entreprise. Ok. Voilà. Ok. Selon vous, à partir de quel encours c'est envisageable de créer un family office? Alors, il y a deux types de family office, les mono-family office et les multi-family office. Pour un mono-family office, on dit généralement qu'il faut entre 100 et 200 millions minimum d'actifs pour créer un mono-family office. Après, le montant, il va dépendre de l'allocation qui va être réalisée par le family office, parce que lorsque vous avez ne serait-ce que 100 millions d'actifs et qui vont être investis sur, par exemple, de l'immobilier et du private equity, et avec du leverage, avec de l'effet de levier du crédit, vous pouvez vite monter ce montant à beaucoup plus que ça. Oui. Et en plus, il va y avoir beaucoup de travail. Parce que sur de l'investissement en direct, il va y avoir beaucoup de travail. Et entre le travail d'asset management, de property management, le sourcing, la recherche des nouveaux investissements et due diligence, donc l'analyse des investissements, il va y avoir pas mal de travail. Alors que effectivement, si vous êtes vous avez 100 millions et vous voulez simplement, vous allez voir 3-4 banques pour avoir des mandats de gestion, faire de la gestion sous mandat dans 3-4 banques, vous voulez rien faire, vous voulez simplement être le plus passif possible et pas vous embêter avec une équipe dans votre holding d'investissement à gérer, et ça vous convient et vous voulez de la liquidité et vous faites ça, et pour le coup il n'y a pas vraiment la pertinence d'avoir une équipe. Autant avoir un multifamily office qui lui va faire le travail que j'expliquais tout à l'heure, effectivement, d'acheteurs indépendants du marché, de la gestion de fortune, des prestations, des prestataires pour votre compte, qui va les consolider, qui va faire des reporting consolidés de vos actifs, qui va surveiller, contrôler les prestataires, collaborer avec eux, mais il n'y a pas forcément besoin dans ce cas-là effectivement d'avoir une équipe. Et puis ensuite, il y a effectivement la création de multi-family office, où là, il n'y a pas vraiment de montant minimum de patrimoine à superviser, du moins lorsqu'on est avec un modèle en honoraire. Donc, j'ai parlé de ce que je connais. Dans ce cas, on a plutôt un volume d'honoraires minimum annuel qu'on doit caisser. Et donc, pour pouvoir payer nos charges opérationnelles, pour pouvoir donc constituer une équipe, pour pouvoir avoir tous les outils qui vont permettre de suivre les patrimoines de nos clients. Donc, c'est plus ce raisonnement qu'il faut avoir, sachant que dans les outils, il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est que les premières années, forcément, à mon sens, le family office doit passer pas mal de temps sur de la R&D pour vraiment disposer d'un outil qui va être très adapté à l'ADN des clients du family office. Parce que généralement, on a quand même pas mal de clients qui vont avoir des envies de créer des indicateurs spécifiques. C'est vraiment du sur-mesure. Par exemple, vous avez un exemple particulier ou... Oui, je peux avoir des exemples. Je peux donner un exemple d'un client qui, sur son activité immobilière, il souhaite qu'on calcule d'une certaine manière le ROI en fait, de ses actifs immobiliers en vue d'une revente de ses actifs à un horizon pour voir à partir de quel moment c'est le plus pertinent de revendre ses actifs. Okay. C'est un exemple d'indicateur. Après, sur ces outils, il y a un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils qui existent pour les gestionnaires de patrimoine, il y a des outils qui existent, qui sont utilisés par un certain nombre d'acteurs de la gestion de fortune, mais il n'y a pas vraiment d'outils qui permettent de faire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire, par exemple, des business plans du patrimoine. Vous avez des outils qui vont faire de la planification patrimoniale, mais vous ne savez pas exactement comment c'est calculé. Vous avez des grandes barres, des graphiques qui sont très jolis. Mais derrière, quand vous avez un client qui a des sociétés, pas qu'en France, avec de la fiscalité, par exemple, vous avez une SOPARFI à Luxembourg avec des IBL et des PPL. C'est pas dans les logiciels vous avez des sujets des club deals qui ont des codes par DIFI qui vont être calculés en fonction certaines choses il va falloir le paramétrer dans votre outil, et il faut que vous ayez la main sur votre outil, et il faut que vous ayez la main parce que effectivement vos clients peuvent vous demander de créer des nouveaux indicateurs sur mesure. Il faut que vous ayez la main parce que les hypothèses de rendement prévisibles
Il faut pouvoir aussi les revoir assez régulièrement si besoin. Il faut pouvoir en fait s'adapter extrêmement rapidement et de façon régulière, de toute façon, dans ce métier. Et donc moi, je ne suis pas convaincu que, je le disais tout à l'heure, que de toute façon, un client de Family Office puisse rentrer dans des cases. Et ça restera toujours pour moi, une grande différence entre le Family Office et la gestion privée restera justement le fait de faire du vrai sur mesure. Ok. De l'artisanat de luxe. C'est de l'artisanat de luxe. Et j'imagine que ça va être difficile de mettre en place des logiciels au tout début, en faisant la R&D. Ça va être difficile de choisir quel indicateur on met, non, adapter à chaque fois. Non, pas nécessairement, parce qu'on va... vous avez les indicateurs classiques. Si vous prenez le private equity, effectivement, vous allez avoir des indicateurs qui sont assez classiques. Dans votre reporting de private equity, comme le TVPI, le TRI, puis vous allez voir le cash qui a déjà été appelé par... vous savez qu'il y a des phénomènes d'appel de fonds, des choses qui sont assez basiques, mais qui finalement permettent de nous de contrôler qu'on est dans les clous et pour le client de voir où il en est sur ses investissements. Sur de l'immobilier, effectivement, si vous êtes dans une foncière de capitalisation, vous allez plus regarder des indicateurs, effectivement, comme le ROI, plutôt que de regarder, qui est d'ailleurs généralement plus pertinent que le TRI, que de regarder le rendement brut. Enfin, c'est pas quelque chose qui... Ça, c'est quelque chose que vous allez regarder quand vous allez vouloir voir si effectivement les loyers sont toujours de marché, et quand vous allez... c'est un indicateur, mais c'est pas... Il y a beaucoup d'indicateurs de toute façon, et le plus important, c'est de trouver à chaque fois les 2-3 indicateurs qui sont les plus pertinents pour chaque classe d'actifs et pour chaque stratégie. Ok. Du coup, on parlait effectivement de tout ce qui était R&D, par exemple, au début. Est-ce que vous pouvez justement revenir sur la création de votre Family Office ? Quels ont été les défis au niveau du lancement de votre Family Office ? Pourquoi pas les défis, si on peut parler ainsi. Nous, c'était déjà de se créer sur un créneau qui est donc les entrepreneurs, avec un modèle en honoraire, et dans le sud de la France, donc à Aix-en-Provence. Et effectivement, on avait identifié une réelle opportunité de marché. Il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui ne sont pas qu'à Paris, qui font des beaux cash-outs, qui ont des besoins d'accompagnement. De ce point de vue-là, donc j'ai envie de dire que les clients sont arrivés parce qu'il y avait une rencontre entre l'offre et la demande. Dans les défis, il y a effectivement, je pense, un défi qu'on ne mesure pas forcément avant de créer un multifamily office, c'est le défi sur les outils, notamment les outils de consolidation des actifs, parce que vous avez énormément d'actifs qui sont non cotés et sur lesquels il y a un travail à faire, un travail important de recherche et de fiabilisation de la data, que ce soit sur... private equity, la dette privée, des infrastructures, de l'immobilier, de la litigation finance, etc. Vous pouvez simplement attendre effectivement les reportings des fonds, rentrer les données et puis y croire à 200%. Mais en fait, il faut quand même un peu se poser un peu plus de questions parfois parce que c'est vrai qu'il y a très peu il n'y a pas de bruit de marché sur le non-coté, contrairement au marché financier. Et un gérant de fonds de private equity, tant qu'il a pas vendu une entreprise, la valeur qui est prise dans le fonds, elle n'est pas forcément fidèle à la valeur de sortie qui sera peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que sur les investissements non-cotés, et notamment sur le private equity, la performance, on la constate une fois, c'est à la fin. Oui. C'est ça. On la constate pas tous les ans ou tous les 6 mois, tous les 3 mois des reporting. On la constate en une fois à la fin. Ce que je trouve un peu moins vrai sur l'immobilier en direct, parce que sur l'immobilier en direct, si on a des actifs de bonne qualité, on peut les revendre assez facilement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui. Et donc, on peut mesurer très régulièrement le ROI. Le ROI en cas de revente, et on va inclure dedans effectivement toute la fiscalité en cas de sortie. Pour un ROI brut et un ROI net de fiscalité. Et donc, effectivement, il y a ce vrai sujet sur les outils de consolidation et sur les outils d'aide à la décision. Parce qu'à ma connaissance, il n'existe pas de vrai outil d'aide à la décision pour les clients de Family Office, c'est-à-dire d'aide à la décision qui vont, par exemple, d'élaboration de business plans, qui vont être des vrais business plans du patrimoine, qui vont intégrer toutes les sociétés des clients, qui vont intégrer tous les actifs en direct, qui vont intégrer tous les paramètres, toute la fiscalité, la comptabilité, les frais. On va avoir un vrai cash flow à la fin qui va être vraiment net de tout. Et on va vraiment se poser la question de je prends cette décision patrimoniale d'arbitrage, je fais cet arbitrage-là. Certes, oui, je vends un actif, est-ce que c'est pertinent ou pas de vendre cet actif ? Mais en plus, je vais réinvestir comme ça. Mais est-ce que, par exemple, pour créer du revenu, est-ce que dans X années, je pourrais vraiment me distribuer du dividende parce que j'ai projeté
que j'aurai du distribuable à ce moment-là. Pas forcément du distribuable de l'année N, mais du distribuable que je pourrais épuiser sur mes années précédentes parce que j'ai un report à nouveau, parce que, etc., etc. C'est ça le family office. C'est pas simplement dans les grandes masses prendre des hypothèses de rendement, les tirer sur Excel en 5 minutes avec des hypothèses grandes masses. Non, c'est bien plus fin que ça. Et on se rend compte que plus on va loin dans les calculs, plus on contredit les préjugés qu'on a. Et plus on se rend compte qu'on ne sait rien. De toute façon, on ne sait rien. Et un family officer se rend compte que très vite, qu'il doit simplement faire preuve d'énormément d'humilité et faire travailler le plus d'experts possible et simplement se poser des questions. Et se poser toujours justement cette question, cette éternelle question, est-ce que je suis allé au bout ? Est-ce que je suis allé au bout de toutes les questions que j'avais à poser ? Est-ce que je passe pas à côté de quelque chose ? Voilà, c'est ça. C'est ça ce que demande le client d'un family office, c'est d'avoir un vrai bras droit qui va vraiment préserver ses intérêts en posant toutes les questions et en modélisant, je veux dire, ce qui va se passer pour lui et pour l'aider à prendre des décisions. Ouais, via un accompagnement à 360 degrés quoi, sur son patrimoine. Exactement. Et la sélection des bons partenaires, donc on le disait. Et la sélection des bons partenaires qui ne doit pas être biaisée naturellement. Ouais. C'est la difficulté. Et je pense, ça peut être une difficulté parce que quand je parlais de conflit d'intérêts tout à l'heure, il peut aussi y avoir certains professionnels qui peuvent être tentés par de l'habitude qu'ils ont avec certains prestataires. Et c'est pour ça qu'il faut toujours rebalancer les cartes. Il faut rebalancer les cartes et on ne va pas renverser la table et changer les prestataires pour travailler avec ceux avec qui on a nos habitudes. Si c'est pas dans l'intérêt du client de changer de prestataire, on ne va pas changer. S'il faut ajouter une compétence, l'agréger aux autres, une expertise. Ce qui est le vrai rôle du family office, quoi, c'est ce qu'on disait. Ok. Pour finir, peut-être vous pouvez évoquer, selon vous, quelles sont les évolutions à prévoir sur les family office dans les années à venir ? Question large. Oui, alors c'est vrai que déjà, moi je pense qu'il va y avoir que la création de nouveaux acteurs, de nouveaux MFO ne va pas s'arrêter. Quand on regarde les dernières années, c'est assez impressionnant l'accélération du nombre de multifamily office qui est assez lié quand même, il faut le dire, à l'émergence de nouvelles fortunes qui ont été faites par la tech notamment. Et c'est vrai que moi je suis convaincu que ça va continuer à s'accélérer parce qu'il y a des besoins. Parce qu'il y a une vraie rencontre entre l'offre et la demande. Il y a des besoins d'accompagnement et on est dans un métier qui est de plus en plus complexe parce que la matière est de plus en plus complexe. À la fois, il y a une instabilité, on le voit, fiscale, une instabilité économique. Il y a un certain nombre de crises, il y a des cycles dans l'investissement et on voit qu'il y a des cycles dans les cycles. On ne peut pas, comme il y a 20 ans, uniquement dans le multifamily office, il y a 20, 25 ans, c'était beaucoup les marchés financiers qui étaient dans les allocations d'actifs avec des GSM, des gestions sous mandat de plusieurs banques privées et il y a toujours eu l'immobilier, le patrimoine de nos clients, mais il y avait beaucoup moins d'actifs illiquides tels que le private equity notamment et puis les infrastructures, dettes privées, etc. qui sont beaucoup plus arrivés dans les patrimoines de nos clients. Et aujourd'hui, donc, il faut maîtriser toutes les classes d'actifs, il faut se faire accompagner d'experts sur tous les sujets de fiscalité internationale parce que les patrimoines s'internationalisent de façon très importante. Il y a une diversification géographique, que ce soit des dépôts, que ce soit des actifs financiers, que ce soit des actifs de côté, des actifs immobiliers. Il y a une diversification, donc il y a de vrais enjeux face à l'internationalisation des patrimoines. Il y a des vrais enjeux face aussi à l'utilisation de l'IA, qui doit être, pour moi, vous avez des opportunités, des menaces en fait, qui sont liées à l'utilisation de l'IA. Donc, vous avez énormément de data et cette data, encore faut-il qu'elle soit fiable, parce que le grand sujet, c'est d'aider à nos clients à prendre des décisions qui reposent sur de la data qui est fiable. Ouais, c'est ça. Sinon, tout est biaisé. Et puis, je pense, dans les grands défis, il y a aussi effectivement le fait d'être capable, j'ai à peine évoqué le sujet tout à l'heure, mais d'être capable d'anticiper des crises éventuelles, des crises non pas uniquement économiques, financières, mais des crises qui viennent toucher, on va dire, potentiellement à la qualité de vie, à la qualité de vie, à la santé. Je parlais tout à l'heure, effectivement, de scénarios un peu catastrophes, mais d'être capable d'anticiper ces sujets-là.
Et puis, je pense que aussi nos clients veulent de plus en plus, je l'évoquais tout à l'heure, même s'ils le font beaucoup plus par eux-mêmes, avoir des conseils sur l'investissement à impact et du vrai impact et pas uniquement investir dans des fonds ISR, dans leur contrat assurance vie. On parle vraiment de vrais sujets. Il y a eu pas mal de scandales par rapport à ça récemment, justement. Voilà. Ok. Merci Henri. Avec plaisir. Et de votre côté, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve très bientôt. Merci. Merci Julien. Merci.